Amélie Oudéa-Castéra est donc mon invitée ce soir. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais savoir ce que vous ressentez à voir les larmes de Keira Amraoui qui dénonce des mois et des mois d'enfer. De la peine, de la tristesse. Je trouve que c'est une affaire qui est au fond la négation même des valeurs du sport. Respect de l'adversaire, respect du fair play, respect d'un cadre. Respect d'une coéquipière même en l'état. Respect d'une coéquipière et puis en plus maintenant ces phénomènes de cyberharcèlement dont elle est victime. Moi, mon équipe a pu échanger avec elle. J'ai lui envoyé un petit mot. J'ai évidemment une solidarité pour ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent. Il faut que cette affaire puisse aller à son terme. Je ne vais pas commenter le cœur de l'affaire puisqu'une enquête est en cours. L'accompagner dans son projet de fondation pour lutter contre le cyberharcèlement, c'est quelque chose que j'envisage tout à fait. Puis j'ai envie de lui souhaiter bonne chance, une immense résilience. Mais est-ce que la remise en liberté sous contrôle judiciaire de celle qui est l'accusée principale dans cette affaire est propice, d'ailleurs, je rappelle que le parquet a fait appel de cette décision, est propice au calme. Je ne vais pas, moi, du tout faire de commentaires sur cette instruction judiciaire. Ce que je veux dire, c'est lui souhaiter ce rebond possible. Vous savez, ça me fait un peu penser à cette histoire de Tonya Harding et Nancy Kerrigan à l'époque, en 94, ce qui s'était passé dans le patinage américain. Et puis Nancy Kerrigan avait réussi à superbement rebondir. 6 semaines après ces faits-là, elle avait gagné la médaille d'argent à Lillehammer. Je me dis, il faut qu'elle ait en tête cet exemple-là. Elle va être sans doute réintégrée dans les équipes du PSG. Il faut qu'elle puisse repartir du bon pied et qu'on l'accompagne sur cette dimension de cyberharcèlement. Un dernier mot sur cette affaire, à ce sujet, le comportement du club qui l'a mise de côté. Elle dénonce, et son avocat dénonce en fait une campagne d'Aminata Diallo qui ont conduit le club à complètement mettre de côté là encore, je pense que ça fait partie des faits qui seront éclaircis. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle puisse se reconstruire. Qu'elle fasse preuve de cette résilience, qu'elle prenne appui sur les personnes qui peuvent l'aider et on sera à ses côtés. Je le disais juste avant de vous accueillir, en préparant cet entretien, je regardais la liste des sujets. C'est colossal. Vous avez pris ces fonctions il n'y a pas longtemps et les affaires s'empilent, les scandales s'empilent dans le sport français, dans le football français. Information révélée il y a 1 heure par RMC Sport. La Fédération française de football était au courant depuis le mois de mars de l'affaire Paul Pogba. Le responsable, l'agent de liaison de sécurité de l'équipe de France de football a été auditionné en août. Il confirme avoir en mars échangé longuement avec Paul Pogba, qui lui a confié son malaise, son mal-être et les problèmes graves auxquels il était confronté. Comment est-ce que c'est possible ? Il y a une enquête. Elle est en cours. Elle est pleine de rebondissements. Moi, ce que j'ai envie d'exprimer, là aussi, c'est ma solidarité avec Paul Pogba, immense champion. J'imagine la douleur qu'il ressent. On sait que quand on est sportif de haut niveau, la question de l'entourage, elle est absolument décisive. Vous êtes exposé à des influences bonnes, moins bonnes, parfois désastreuses. Quand ça touche à votre famille, c'est excessivement douloureux. En plus, sous le coup de la blessure récente, tout ça dans un moment où il ne peut pas se concentrer sur le foot pour s'en sortir et penser à autre chose de plus positif. Voilà, cette question des entourages qui s'illustre dans le monde du foot aujourd'hui, là aussi, il faut qu'on améliore la situation. Pardon Madame la Ministre, mais le staff des Bleus qui est au courant au mois de mars, ça veut dire qu'il n'y a pas de transmission à la Fédération française de football ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de transmission à votre ministère, enfin qui n'était pas le vôtre à l'époque, mais... Il y a une enquête qui est ouverte, elle établira les responsabilités, la séquence précise des faits. Moi, je n'ai pas de commentaires aujourd'hui à formuler. Ce qui est... important d'un point de vue ministère des Sports et monde du sport, c'est que ce sujet des entourages des joueurs, on arrive à mieux agir. Vous avez parlé avec Paul Pogba. Ça veut dire le rôle des instances, ça veut dire le rôle des clubs, ça veut dire le rôle des syndicats de joueurs qui les entourent et qu'on arrive à mieux les protéger, qu'eux-mêmes fassent preuve de plus de discernement, de maturité, mais qu'ils soient aussi beaucoup mieux accompagnés. Est-ce que vous avez parlé avec Paul Pogba ? Non, pas encore. Alors, vous avez parlé de l'encadrement, vous êtes la ministre de tutelle de la Fédération française de football. Je vais montrer ce numéro de SoFoot à l'antenne pour nos téléspectateurs. Ma Fédé va craquer, c'est le titre. C'est une enquête journalistique qui révèle une série de comportements dans la Fédération française de football, dénoncer des harcèlements sexuels, des comportements inappropriés envers des femmes, des faits graves
concernant le directeur de la commission des arbitres de Paris-Île-de-France vis-à-vis de mineurs potentiels arbitres. Quelle est l'étendue des connaissances du ministère des Sports sur ce qui se passe à la Fédération ? Écoutez, moi je me suis entretenue il y a une semaine pile avec Noël Le Graët et Florence Ardouin. C'est la directrice générale et c'est le patron de la Fédération. Voilà, qui sont personnes mises en cause dans l'article de SoFoot pour essayer d'avoir leur propre perspective sur tout ça. Vous avez noté que le comité exécutif de la Fédération de football a porté plainte contre certaines de ces faits ou de ces allégations rapportées dans SoFoot. En diffamation. Et j'ai, moi, diligenté une enquête. Vous attendez le résultat un pour audit. La lettre de mission est en train d'être finalisée. Le staffing de la mission va se faire et cette mission sera menée avec la célérité nécessaire. Ce sur quoi j'ai insisté, c'est que respect absolu des personnes, lutte contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles, lutte contre les discriminations. Quand on est la première Fédé de France, c'est juste pas négociable. C'est zéro tolérance. Voilà. Que leur avez-vous dit, également, avant cet entretien, vous avez dit absolue. Je ne vais pas prendre le thé avec eux. Façon de dire en creux, je vais être très exigeante, ferme. Très dure, très ferme avec eux. L'avez-vous été ? Je l'ai été. Je pense qu'ils pourront en témoigner. J'ai demandé, au-delà du respect des personnes, au-delà d'une action sans aucune tolérance, pour éradiquer toutes les problématiques de violence sexiste, sexuelle, de discrimination. Encore une fois, quand on est la première Fédé de France, on a un devoir d'exemplarité. Et j'ai également demandé à Noël Le Graët une assurance absolue de produire tous les documents, tous les rapports d'audit, dans toutes les versions, et notamment les versions originelles de ces rapports, pour permettre aux enquêteurs de l'inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche de faire pleinement leur travail. Parlons-nous concrètement, Madame Oudéa-Castéra. Quel est votre pouvoir ? Quel est votre pouvoir dans cette affaire ? Parce que l'ampleur de ce que révèle cet article est terrible. Il y a par ailleurs d'autres enquêtes journalistiques qui sont venues s'additionner à ça, qui révèlent des choses à peine croyables, et rien ne bouge. Il y a déjà eu des audits. Que sans attendre, j'ai enclenché cette enquête sur le pilotage, le management de la Fédération française de foot. Le travail va être mené. Maintenant, il faut garder la tête froide et il faut avoir de la méthode. Donc, on va respecter chacune des étapes dont j'ai posé le cadre. Ces étapes nous diront ou ne nous diront pas un certain nombre de choses, permettront de confirmer ou d'infirmer les choses. Ce sont des enquêtes qui sont à charge et à décharge, de manière équitable et dans le respect du contradictoire, avec la transparence absolue sur tous les éléments disponibles. Ça, c'est le cadre. Est-ce que vous avez la garantie que vous l'aurez, cette transparence ? Et d'autre part, compte tenu de ce qui a été révélé l'après-midi du jour où j'ai vu les dirigeants de la Fédération de foot dans les enquêtes, première phase, deuxième phase de Molina, etc., j'ai également travaillé avec mes services, la direction des sports, pour regarder ce qui était remonté dans ces enquêtes, qu'est-ce qui avait été signalé au ministère, ce qui ne l'avait pas été. Plusieurs cas n'ont pas été signalés au ministère. Dans les cas qui ont été signalés, des procédures sont en cours et nous ferons dans un deuxième volet de l'audit que j'ai diligenté, nous aurons un deuxième volet qui permettra de faire la lumière sur la dimension plus systémique du traitement des violences sexuelles dans le monde du foot. Puisque là, il faut que cette fédération s'empare mieux du sujet avec une culture plus résolue, plus déterminée, parce que c'est un sujet dans lequel il doit y avoir absolument zéro tolérance. Vous avez fait allusion à Romain Molina. Donc, le vendredi dont vous parlez, il révèle, et je l'évoquais tout à l'heure, que le président de la commission, l'ancien désormais, un président de la commission des arbitres de la région Paris-Île-de-France, faisait des propositions sexuelles, à caractère sexuel, à des mineurs, qu'il faisait miroiter en fait des promotions. Il leur proposait d'arbitrer des matchs, il leur a proposé de l'argent à certains. Il y a des échanges de SMS qui ont été produits. Il produit aussi des documents de la Fédération française de foot, qui a donc démis ce monsieur de ses fonctions, mais qui n'a fait aucun signalement à la justice. Je ne vais pas rentrer dans le détail nominatif des affaires. Ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui est connu, désormais connu, du ministère des Sports, fera l'objet d'un traitement le plus diligent possible. Dimension disciplinaire, dimension de police administrative, avec les mesures que peuvent prendre les préfets d'interdiction d'exercer, et également sur le plan
judiciaire. On a fait beaucoup de progrès depuis 2 ans au ministère des Sports, et d'ailleurs sous l'égide de ma prédécesseure, pour monter cette plateforme de signalement, pour mettre en place un contrôle de l'honorabilité des encadrants, des bénévoles encadrants, professionnels ou bénévoles. Et là, c'est au-delà de l'honorabilité, Madame Oudéa-Castéra. C'est un homme qui fait des propositions à caractère sexuel à des mineurs. Je l'ai dit, fera l'objet d'une procédure judiciaire. Il faut respecter le temps du signalement et là du traitement. Maintenant, il faut qu'on ait une culture qui évolue dans les fédérations et dans le monde du sport. Pardon de vous dire ça, mais certaines fédérations sont exemplaires. Je pense à ce que fait le tennis, je pense à ce que fait le handball. Il y a d'autres cultures où il y a une remontée qui est encore insuffisante des signalements. Est-ce que les mots que vous utilisez sont suffisamment clairs, suffisamment forts pour faire passer les messages? J'entends un discours très politique à l'instant. Vous me dites à chaque question, il y aura une enquête diligentée, logiquement, dans un calendrier. On est obligé d'avoir un peu de méthode pour traiter ces problèmes. Moi, mais là, il y a une urgence. Je peux pas en un claquement de doigts, est-ce que vous le regrettez, traiter des problèmes qui datent depuis 40 ans. D'accord ? Donc ce que je peux vous dire, c'est que sur ce sujet des violences sexistes et sexuelles, ma détermination, elle est absolue et c'est un combat de tous les jours. Avec ma collègue Charlotte Cobel, on va également prendre l'initiative de faire une convention sur l'enfant face aux violences dans le sport. On veut améliorer l'action de proximité des fédérations, tout le travail qui est fait autour des jeunes, sensibiliser aussi beaucoup mieux les entourages et renforcer les moyens qui sont dédiés dans les services déconcentrés de l'État à la poursuite de ces cas, au traitement de ces signalements. Madame la ministre, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que toutes les personnes qui sont en responsabilité sont là depuis très très longtemps, étaient là pendant ces faits révélés et sont toujours là. Certaines sont éloignées. Si je prends l'année qui s'est écoulée, il y a eu plus de 300 mesures de police administrative qui ont visé, qui ont eu pour effet d'interdire la poursuite d'une activité, d'un encadrant en France, et la plateforme a recensé 850 signalements. Est-ce que cet homme est encore l'homme de la situation, Maintenant, Madame la ministre ? Parole doit continuer à se libérer et il faut agir avec une résolution absolue. Est-ce que cet homme est encore l'homme de la situation? Est-ce que Noël Le Graët peut encore rester président de la Fédération française de football? Je vous l'ai dit, on est en train de faire le travail. On est en train de faire le travail. Après, il y a un cadre, il y a une méthode. Il faut respecter chacune de ces étapes. Quelle est la méthode? Expliquez-nous, s'il vous plaît. Et c'est une vraie question. Vous n'avez pas le pouvoir, vous, de démettre cet homme de ses fonctions? Aujourd'hui, je ne vais pas démettre un président sur la base d'un article. Il y a une enquête, encore une fois, à charge et à décharge. Je rappelle que la Fédération a porté plainte pour diffamation contre ces allégations. L'enquête de l'IGSR permettra d'établir les faits. On ne va pas faire la politique de l'autruche. Moi, je n'ai pas pour tempérament de mettre les choses sous le tapis. Donc la vérité sera faite. Je vous l'ai dit, cette enquête, elle aura 2 dimensions. La dimension analyse du management et du pilotage à la lumière des éléments qui ont été remontés par SoFoot. Et elle aura également ce volet sur la manière dont la Fédération de foot traite le sujet des violences sexistes et sexuelles. En fait, nous parlons de tout ça aussi, alors au-delà de la gravité absolue de certains des faits qui sont remontés par nos confrères et consoeurs de SoFoot, mais aussi parce qu'il y a une équipe sportive, il y a du sport, il y a des rendez-vous importants. Alors hier, les Bleus sont imposés 2-0 contre l'Autriche, ils vont aller au Mondial. Didier Deschamps, évidemment, dénonce le contexte dans lequel il évolue sportivement. Est-ce que tous ces gens-là peuvent continuer d'être dans l'entourage des Bleus? C'est perturbateur, mais que ça ne le perturbe pas. Voilà. Je pense que c'est un homme qui a l'expérience et la charpente pour traiter ce genre de situation. Le fait que les Bleus aient bien performé hier soir avec ces 2 beaux buts, c'est une bonne nouvelle. Le temps de préparation n'est pas gigantesque jusqu'au Qatar et tous, nous souhaitons qu'ils puissent se préparer dans les meilleures circonstances possibles, que les blessés actuels arrivent à guérir suffisamment vite, que l'effectif soit bon, confiant, uni. Ça, c'est Florence Ardouin que l'on voit à l'antenne, c'est la directrice générale de la Fédération française de foot. Vous l'avez dit en creux, mais elle est mise en cause également. Donc elle est visée par les audits que vous avez demandé aussi. C'est-à-dire que vous souhaitez comprendre comment elle aussi travaille. Je l'ai reçue avec Noël Le Graët. Et l'action que nous menons, elle est sur la gouvernance, le pilotage et le management de la Fédération française de football. Un dernier mot à ce sujet-là, parce qu'on a vu Didier Deschamps. Est-ce qu'un nouveau sélectionneur type Zinedine Zidane, un nouveau président de fédération après le Mondial, c'est un scénario que vous apprécieriez? Non, j'ai aucun jugement de valeur à apporter là-dessus. Didier Deschamps est un homme formidable qui va nous aider à bien préparer l'équipe de France. Et pour le reste, chaque chose en son temps, un travail rigoureux et méthodique.
et résolue. J'ai vu que vous aviez soutenu Kylian Mbappé dans sa démarche vis-à-vis des sponsors de l'équipe de France. Il y a eu des discussions entre le staff des Bleus et un certain nombre de joueurs qu'on dit cadres, plus expérimentés. En fait, il a refusé de se présenter, juste pour expliquer à nos téléspectateurs, il a refusé de se présenter à plusieurs séances photos, expliquant qu'en fait, il gérait son image et qu'il ne voulait pas associer son image à certaines marques qui sont partenaires des Bleus, ce qui a conduit le patron d'une marque de fast-food à dire que c'était un caprice de star. Lui qui est partenaire des Bleus. Alors, je n'ai en aucun cas pris parti pour un côté ou un autre, appuyé Mbappé dans quoi que ce soit là-dedans. Ce que j'ai indiqué à la Fédération française de foot par la voix de Philippe Diallo, c'est qu'à partir du moment où on s'engage à retravailler une convention qui, au demeurant, date de 2010, est probablement plus complètement moderne, etc., puisque depuis, il y a les NFT, il y a des produits dérivés, etc., qu'il y a probablement un sujet aussi sur la durée de ces conventions, etc. Mais à partir du moment où vous êtes engagé à revoir un document, tenez votre engagement. Voilà la chose que je leur ai dite. Moi, j'ai pas pour habitude de m'immiscer dans le modèle économique des fédérations, ni remettre en cause des principes fondamentaux. Ce que je veux, c'est qu'on tienne ses engagements quand on les prend. Donc, il s'y était engagé en juin, voilà. Maintenant, il a fait un communiqué de presse. La Fédé a fait un communiqué de presse pour dire que cette convention serait revisitée avec les diligences qui s'imposent. En ça, je m'en félicite. Est-ce que vous allez veiller, puisque vous avez employé ce mot à beaucoup de reprises ce soir, à la diligence de l'ensemble de ces enquêtes, à la diligence de l'ensemble de ces oui, parce que comme vous, je suis assez impatiente que tout ça se traite. Hein, ça fait un peu longtemps que beaucoup de choses traînent. Et je pense qu'on a besoin d'avoir un sport un peu nettoyé d'un certain nombre de dysfonctionnements. Ouais. Le sujet des violences dans le sport, il faut qu'on arrive à l'éradiquer. Et ça vaut pour les violences sexuelles, ça vaut aussi pour la violence dans les stades. Moi, je veux retrouver des stades où on peut aller sereinement avec ses gamins regarder un match de foot. Et alors, la question de comment on va au stade, vous aviez... J'ai vu récemment la retweeter rapidement le ministre des Transports qui condamnait par une formule latine la nouvelle photo du Paris Saint-Germain montrant les joueurs prenant l'avion pour un déplacement en France. Oui. Christophe Galtier a dénoncé une polémique autour d'une mauvaise blague. On en est où de ça? Vous continuez les échanges avec les clubs? Oui, enfin... D'abord, Galtier, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il avait dit une connerie et il a ajusté le tir, il a fait amende honorable, il est sur autre chose. Hier, il a fait une masterclass avec des gens qui ont été fascinés par ce qu'il a raconté. Il est revenu avec ses propos pertinents et responsables qu'on lui connaît d'habitude. Maintenant, moi, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec les dirigeants du PSG pour lesquels il est très clair qu'il faut s'engager de manière plus résolue encore dans la transition écologique. Ils sont au travail sur ces dimensions. Le sujet des trains, des modes de transport, c'est quelque chose qui se regarde de près, qu'il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux de praticité, il y a des enjeux de coût, qu'on ne peut pas faire là non plus ça en un claquement de doigts. Il y a des clubs anglais qui le font très bien, qui se voyagent en train. Oui, des clubs anglais, des clubs espagnols le font. Ça montre que c'est possible. Maintenant, il faut avancer à bon rythme, sans confondre vitesse et précipitation, avec détermination. Madame la ministre, François Hollande, je le cite, n'irait pas au Qatar s'il était encore en fonction pour le mondial de football. Et il précise la situation d'aujourd'hui sur notamment ce que représente le chantier et les entorses aux règles climatiques l'en empêcheraient. Les appels au boycott se multiplient. Permettez-moi de préférer la parole d'Amnesty à celle de François Hollande. Amnesty dit que le plus intelligent, c'est d'utiliser ça comme un levier, d'instaurer un rapport de force, d'être dans de l'action diplomatique, dans un cadre multilatéral, dans un cadre bilatéral, avec des ONG. Le rôle également, là aussi, des fédérations internationales, des fédérations nationales qui peuvent utiliser cet événement pour sensibiliser les joueurs, les équipes à la question du traitement des droits de travailleurs. Donc, vous allez y aller, vous ? Moi, d'abord, on verra avec le président de la République, la première ministre. Je pense que si l'équipe va très loin, ce sera le rôle d'un représentant du gouvernement, probablement moi, d'encourager, de reconnaître. Mais si elle va très loin, donc j'entends en creux que sur le principe, vous n'avez pas tellement envie d'y aller. Je ne suis pas tellement sur ce registre de l'envie. Moi, ce que je veux, c'est qu'on continue le travail qui a été engagé pour améliorer la situation des droits humains. Je constate que depuis 2018, il y a des progrès qui ont été faits, notamment avec la législation qui a été introduite en 2020. Sur le sujet écologique, il y a la COP27 à Sharm el-Sheikh qui va nous permettre de pousser le Qatar à faire davantage pour réduire ses émissions, pour s'engager plus résolument dans le sujet des énergies renouvelables. Ils sont engagés sur un bilan carbone neutre pour l'événement. On verra là encore s'ils tiennent les engagements. Il faut qu'on les y pousse. Vous avez demandé le sujet, c'est une diplomatie de combat. C'est d'être dans l'action et encore une fois, d'utiliser tout ça
comme un levier pour progresser et améliorer concrètement la situation au Qatar. Vous avez demandé des choses particulières aux Bleus, au staff des Bleus pour ce déplacement? Je ne sais pas, de montrer l'exemple sur certains sujets. J'ai suggéré à la Fédération française de foot de sensibiliser les joueurs à la question de la situation des travailleurs. Les Danois l'ont fait, les Anglais le font, les Belges le font. Je pense que c'est pas mal que l'équipe de France le fasse. C'est une attente d'Amnesty, avec qui j'aurai l'occasion de m'entretenir très prochainement. Je pense que c'est une opportunité pour là aussi faire progresser les consciences. Un dernier mot, s'il vous plaît, Madame Oudéa-Castéra. Vous avez eu 2 réunions, je crois, ces dernières 24 heures avec notamment Gérald Darmanin au sujet de l'organisation de la Coupe du Monde de rugby. Ce sera une fête, on l'espère, dans notre pays. Puis des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Bon, l'idée, c'est aussi de ne plus jamais vivre le fiasco du Stade de France et la finale de la Champions League. Est-ce qu'on est sûr de ce point de vue-là que les moyens seront mis en place en adéquation avec les attentes et la foule colossale qui va venir nous voir? On est hyper au travail. On va proportionner les moyens aux besoins. On a une gouvernance qui est désormais clarifiée, avec des rôles, des responsabilités qui sont précisément établis. On travaille sur les schémas de circulation, de gestion des flux. C'est très important, de manière à sécuriser parfaitement tout ça et que ça puisse être, ces Jeux et la cérémonie d'ouverture, une vraie fête populaire pour l'ensemble des Français. Merci beaucoup, Amélie Oudéa-Castéra. Merci à vous. Invité ce soir.